finale du concours. Pour rappel, les étudiants de licence 1 de droit vont s'affronter sur des cas pratiques de droit civil, les L2 sur des cas pratiques de droit pénal, et enfin, les licences 3 sur des sujets d'éloquence. Pour les départager, nous avons encore une fois l'honneur de compter sur un jury d'exception, composé à la fois de professionnels du droit, mais également de professionnels de la prise de parole en public. Sans plus tarder, je vous propose de les accueillir. Mesdames et messieurs, la cour, levez-vous. Oui. L'audience est ouverte, candidat sur la messe. Alors, dans ce jury d'exception, nous avons la chance de compter sur Madame Lamblin-Doudin, doyenne de la faculté du DSEG, sur Monsieur Play, comédien et improvisateur, Madame Demarco, qui est adjointe administrative au compte social, Madame Vignon-Lahaye, directrice du service greffe pénal, de Madame Lecause, juriste assistante au tribunal judiciaire, Madame De Rouen, finaliste du concours d'éloquence nationale, Monsieur Guillou, notaire, et enfin de Monsieur Danino, président du tribunal judiciaire, qui sera également le président de ce jury. Alors, ce soir, c'est avec émotion que je fais mon discours d'ouverture du concours, car il clôture la 10e édition du concours Lysias Val. Et comme la coutume le recommande, permettez-moi tout d'abord de vous rappeler le règlement. Alors, au niveau national, le but du concours Lysias est de désigner les candidats qui vont représenter la faculté au concours national Lysias qui se déroulera le 6 mai prochain à Paris. Et pour pouvoir préparer nos candidats de la meilleure manière à ces échéances nationales, nous nous sommes confortés au règlement de la conférence Lysias, association à laquelle nous sommes rattachés. Ainsi, comme lors des précédents tours, les membres du jury vont départager les candidats en prenant compte à la fois de la forme de la prestation, du fond de la prestation, c'est-à-dire la pertinence de l'argumentation juridique et de la pertinence de l'argumentation philosophique, sans oublier le respect du temps. En effet, chacun des candidats dispose de maximum 10 minutes pour réaliser leur prestation. Si à l'issue de ces 10 minutes, ils n'ont pas terminé, ils seront coupés par un bruit de marteau. Et enfin, pour cette grande finale au tribunal judiciaire de Vannes, qui nous ouvre grand ses portes et que nous remercions, nous avons mis en place une nouvelle règle, qui est le droit de réponse. Alors, une fois que chacun des deux candidats aura plaidé, M. Danino, président du jury, va les inviter à se saisir du droit de réponse. Alors, en suivant l'ordre des prestations, chacun des candidats disposera de maximum 3 minutes pour emporter la conviction des jurys. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Delphine pour ces propos introductifs. Merci à tous d'avoir répondu présent en si grand nombre. Ce soir, je suis chargé de vous faire le résumé des sujets d'éloquence pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en prendre connaissance. Dès maintenant, je félicite tout d'abord nos candidats pour leur participation à ce concours et pour leur brillante prestation lors des tours précédents. N'attendons pas plus avant de découvrir le sujet sur lequel vont s'affronter nos candidats de L1. Pour entamer cette histoire un peu banale, retrouvons la charmante famille des Acacias lors d'un mercredi ensoleillé. Olivier et sa femme venaient de récupérer leurs enfants à l'école et se rendaient tranquillement chez eux. Comme à leur habitude, ils saluent les voisins avec lesquels ils sont en très bon terme au fil du soleil. Cependant, le coup de théâtre survient lorsque les enfants accourent vers leurs parents, le regard marqué d'effroi. Les époux peinent à déchiffrer ce qui se passe à travers les sanglots, mais très vite, le chien du voisin se met à aboyer, leur indiquant où regarder pour mieux comprendre. Il s'agissait finalement de Roger Fraser, leur voisin de 86 ans qui se baladait tranquillement. Si tranquillement qu'il en avait oublié l'essentiel, ses vêtements. Passionné de jardinage et peu soucieux des conventions sociales, il déambulait ainsi
offrant au monde sa nudité sans la moindre retenue. Là, c'est panique à bord. Les parents Acacia s'empressent de rentrer chez eux pour protéger leurs enfants. Le quartier est scandalisé. Quelques jours plus tard, alors que Olivier pensait que l'affaire était conclue, il recroise Roger, vêtu du même apparat. C'est la goutte de trop. Il se rend à la gendarmerie pour porter plainte. Pour traiter de cette affaire, ce soir nous aurons d'un côté Erel Duo-Ferré, qui assurera les intérêts de M. Acacia, et de l'autre, Pierre-Léon Luneau, qui assurera la défense de M. Fraser. La parole est au demandeur pour 10 minutes. Clic, 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 des flashs sans cesse, nuées d'inconnus, foule d'anonymes, meutes de charognards à la recherche de leur proie, à la recherche d'une photo, de la photo. Derrière la barrière, l'homme tant convoité, retranché dans sa salle de bain, la seule pièce dépourvue de fenêtre, la seule pièce dans laquelle il se sent en sécurité. 3 millions de vues en direct, des millions d'autres plus tard dans le monde entier. Une information cruciale, un discours politique, le dernier concert de Taylor Swift? Non. L'intimité d'un homme inconnu de tous sur les téléphones du monde entier, caricaturé, détourné, de montages sordides en même. Commentaires goguenards, plaisanteries de corps de garde, caricatures et railleries. Voilà à quoi se résume désormais la vie de cet homme. L'homme au peignoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, loin d'être le nom de quelques super-héros de mauvais goût au pouvoir incertain, cette qualification a mis fin à la vie d'un homme, vie désormais racimée à cette simple expression. Cet homme ne porte pas de masque, lorsque, comme tous les matins, il va ramasser ses pommes de terre dans son jardin vêtu de son peignoir tanché. Cet homme ne porte pas de masque, lorsque sa propriété, son visage, son intimité sont dévoilés, scrutés, détournés. Sa réputation meurtrie. Cet homme ne porte pas de masque lorsque sa fille et ses petites filles se retrouvent mises au banc de la société, catégorisées comme étant de la famille de l'homme qui a montré son postérieur au monde. Une vie mise à nu en un instant par un simple geste, Madame et Monsieur Descajous qui décident de ne pas retirer leur doigt du bouton enregistré de la caméra, qui décident de ne pas la déplacer de quelques mètres. L'homme au peignoir, ou comment un homme a vu sa famille et sa vie détruite pour un nuage. Roger Fraser, homme banal, vie paisible, famille aimante, réputation balayée. En un coup de vent, à jamais pour un instant, une image, simplement quelques minutes. Quelques minutes sur Twitch, quelques minutes où la vie privée, l'intimité d'un homme sont livrées en pâture par le couple d'Acajou. La vie privée. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Une phrase des plus générales, efficace, arrêtée et rigoureuse, un fondement du droit français, un droit fondamental, incontestable. De ce droit au respect de la vie privée disposé à l'article 9 du Code civil, à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, découle la protection contre les atteintes à la réputation et un droit à l'image inaliénable. Le droit à l'image et à la vie privée. Voici donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, notre seule et unique préoccupation. Par son comportement, Monsieur d'Acajou a-t-il porté atteinte à l'image et à la vie privée de Monsieur Fraser? Le droit à la personne sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Captation. Mon client est filmé dans sa propriété à son insu, identifiable et seul, sans qu'aucun motif d'information censé ne rendre son droit à l'image second à la liberté de la presse. Conservation. Mon client, bien qu'il soit filmé en direct, se retrouve sur tous les réseaux sociaux des images à jamais préservées dans la matrice hypermésique d'Internet. Reproduction. Même montage, tweet, mon client, dépossédé de son image
qui vogue au gré du vent sans qu'il n'en ait plus jamais le contrôle. Utilisation. Votre client, monsieur l'avocat de la défense, après ce scandale, a vu sa chaîne Twitch exposée sur les chaînes de télévision et son nombre d'abonnés augmenter considérablement et ses revenus avec. Ce qui peut faire douter de son honnêteté quant à la vue de l'intimité de mon client dans le champ de la caméra. Alors que, rappelons-le, cette chaîne est à l'origine destinée à dénoncer l'impact de l'activité humaine sur la planète. L'impact de son live sur la vie de mon client, voilà qui semblait bien moins préoccupé, monsieur Dakajou. Alors, certes, monsieur Dakajou proteste, nie, implore, certifie sa bonne foi. Il n'a rien vu, il n'a rien lu. Rien lu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, sur son chat où des milliers de spectateurs réagissent en direct, commentant hilar l'intimité de mon client, sur ce même chat qu'en vidéaste averti, il lit, regarde et commente durant chacune de ses vidéos. Ce soir-là, durant ces longues minutes, monsieur Dakajou n'a rien vu, monsieur Dakajou n'a rien lu, monsieur Dakajou a continué, madame Dakajou a filmé. Certes, madame Dakajou ne nie pas avoir vu monsieur Fraser dans le champ de l'image. Arrêtons-nous un instant sur ce point. Sans compter la vue de son postérieur et de ses parties génitales, monsieur Dakajou était alors déjà en infraction, mettant sous les projecteurs sur ces terres l'identité d'un homme nullement consentant. Pire alors, même que madame Dakajou déclare ne pas s'être rendu compte qu'il était nu en dessous de son baignoire, elle ajoute, je cite, qu'après tout, ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct. Voici donc la ligne adoptée par la défense. Une réputation brisée, un homme humilié. Les aléas du direct. Le droit à l'image bafoué, celui à la vie privée piétinée. Les aléas du direct. Des millions de spectateurs moqueurs, une famille harcelée. Les aléas du direct. Filmer un homme nu sans son consentement dans sa propriété. Les aléas du direct. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, monsieur Dakajou est propriétaire de cette chaîne Twitch. Il est donc responsable devant la loi de ses diffusions et de son contenu. Les aléas du direct. L'incompétence et l'amateurisme ne sont pas des excuses recevables devant la justice. Certes, la défense, tant bien que mal, s'évertuera à vous éloigner du cœur de cette affaire. Scandale, exhibitionnisme, attentat à la pudeur. Soyons sérieux, les mots ont du sens. L'article 222-32 du Code pénal dispose que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Un lieu accessible au regard du public. Monsieur Fraser vit sans maison voisine, ni chemin de randonnée, ni rue passante, ni commerce de proximité. Aucun humain n'approche quotidiennement à plus de plusieurs kilomètres de sa propriété. Sa seule compagnie se résume peut-être à quelques vaches aux alentours, et encore, et bien sûr, à ses pommes de terre. Monsieur Fraser vit dans un troupeau, au milieu de nulle part. Mais il est vrai que les nuages y sont nulle part ailleurs et que du 3 avenue des Carottes, la vue du ciel est sans égal. La jurisprudence en la matière, n'en déplaise à mon estimé confrère, est par ailleurs claire. En 2015, des militants de la Ligue des protections des oiseaux débarquent accompagnés d'une myriade de caméras sur la propriété de Jean-Marc Dutouillat. Il sort de sa demeure, en slip, t-shirt bleu, regard fixe et pelle au cou. Le voilà immortalisé face caméra. Jean-Marc Dutouillat n'est plus, l'homme en slip et à la pelle, et plus un homme, une image. Star d'un malgré lui des réseaux sociaux. L'avatar, le ridicule. Pour avoir dégradé son image, nuit à sa réputation, bafoué sa vie privée, le tribunal de Dax a condamné en 2021 France Télévisions à verser 10 000 € de dommages et intérêts
Le jour même, dans la presse, l'homme à l'appel et le slip gagne son procès. À jamais associé à un slip et une pelle. Quelle ironie. Et désormais, l'homme au peignoir. À jamais moqué, raillé, pointé du doigt parce que ce jour-là, Monsieur d'Acajou n'a rien vu, Monsieur d'Acajou n'a rien lu, parce que Madame d'Acajou n'a rien arrêté, parce que Madame d'Acajou a continué. Parce que, pour la défense, tout cela n'est qu'un malheureux aléa du direct, un aléa de plusieurs minutes, un aléa qui marque, qui change une vie, qui change des vies. La vie de petite fille, harcelée, tourmentée à l'école, la vie de Solange Fraiseur, moquée au travail, la vie de Roger Fraiseur, à jamais, l'homme au peignoir. Tout cela pourquoi? Merci. La parole est au défendeur pour 10 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Thomas Jefferson disait que notre liberté dépend de la liberté de la presse et que celle-ci ne peut être limitée sans être perdue. En plus du journaliste Monsieur Descajous, j'ai l'honneur aujourd'hui de défendre la liberté de la presse et j'ai l'honneur de défendre le droit à l'information du public. Le public a le droit d'être informé et un journaliste a le droit de faire son travail. Et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de couvrir en direct un événement climatique inquiétant ou encore une pollution massive pouvant entraîner la mise en danger de la santé et de la vie d'une population. La commune d'Aberpec-les-Bains a connu il y a peu un phénomène climatologique des plus préoccupants. Un gigantesque et grisâtre nuage noir s'est installé au-dessus de la commune durant plusieurs jours. L'opiniâtre média d'information Twitch Save Us Planet s'est rendu sur les lieux pour faire son travail de reportage et de journalisme. La présence fortuite d'un individu en arrière-plan lorsqu'un journaliste s'exprime en direct sur une chaîne d'information relève généralement du non-événement tant elle se produit tous les jours en tout point de la planète. Que l'individu en arrière-plan soit vêtu d'un peignoir, d'un pagne, d'une robe, grand bien lui fasse. Que le vent relève le vêtement et expose son intimité quelques instants aux téléspectateurs relève d'une très faible probabilité statistique et, en tout état de cause, relève principalement du sens dans lequel soufflait le vent ce jour. Que peut le droit et que peut faire un tribunal judiciaire contre le sens du vent qui soufflait ce jour-là dans le ciel, au ras du sol ou au ras du peignoir d'un habitant de la commune d'Aberpec-les-Bains? Le hasard du sens dans lequel soufflait le vent ce jour-là dans la commune d'Aberpec-les-Bains ne doit pas aujourd'hui ébranler les fondements de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, acquis de haute lutte par la Révolution française de 1789. Ni la longueur du peignoir de M. Fraiseur ne doit démolir les précieux articles de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression, que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Le bloc de constitutionnalité, en vertu de l'article 11 de la DGHC, quant à lui, dispose que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Le droit à l'image est principalement d'origine jurisprudentielle. D'une manière générale, les tribunaux judiciaires et les cours d'appel déboutent les demandeurs et refins. Ainsi, le droit à l'information du public n'est pas entravé. La première chambre civile de la Cour de cassation est encore venue repréciser dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 que la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement
d'actualité. De plus, ni le journaliste incriminé aujourd'hui, M. Descajou, ni le média d'information Twitch, Save Us Planet, n'a fait commerce en rediffusant ce reportage, après son unique diffusion en direct. Le fait que les spectateurs ou internautes aient quant à eux diffusé un extrait du dit reportage échappe tant aux journalistes qu'à l'individu présent fortuitement en arrière-plan. En revanche, deux faits doivent être mis en exergue afin d'éclairer au mieux la cour. En premier lieu, techniquement, un individu apparaissant au lointain dans le champ d'une caméra est forcément flou, puisque le présentateur ou journaliste apparaissant, lui, au premier plan, est net. Techniquement, un téléphone servant de caméra, aussi sophistiqué soit-il, ne permet pas d'obtenir une image nette au premier plan et en arrière-plan simultanément, sans montage ou trucage. Et je rappelle que le reportage a été diffusé en direct. La même silhouette serait apparue dans un autre décor. La fille de Mme Fraser ne l'aurait pas reconnue. Et si elle a pu reconnaître son père, c'est parce que cette dernière a reconnu un lieu qui lui était familier. Il en est de même pour les deux petites filles de M. Fraser. Ce sont bien elles qui sont allées se vanter dans la cour de leur école que leur grand-père était passé à la télé ou sur Internet. Ces trois personnes, mère et fille, sont allées pour ainsi dire se jeter dans la gueule du loup et dans la gueule du buzz médiatique, du cocasse et de l'éphémère. Et ce sont ainsi bien elles, en attestant de la présence de leur aïeul, qui jettent leur père et grand-père personnellement dans ces arènes. En effet, personne n'est allé avant cela taper à la porte de M. Fraser pour lui dire Fraser, je t'ai reconnu sur TikTok. Il convient ensuite de bien saisir le hasard et la vacuité du sujet. Et je vous prie de bien vouloir me pardonner pour la possible crudité des mots qui vont suivre. M. Fraser se penche dans son champ pour en extraire des pommes de terre. Si aucun considère avoir vu ses partie génitale, autrement nommée scrotum, il aurait pu en être tout autrement si le dit scrotum avait été de taille plus réduite, moins pendant d'une part, ou encore d'autre part, si le froid ambiant avait pu rétracter le dit scrotum de M. Fraser ce jour-là. Que des spectateurs internautes conscients des enjeux environnementaux pour l'avenir de la planète aient pu, malgré eux, entrevoir au lointain une partie du scrotum flou d'un anonyme ne doit pas venir remettre en question les droits et libertés les plus fondamentaux de l'humanité. Que cet instant incongru ait pu être reproduit et partagé sur les réseaux sociaux ne relève pas de la responsabilité du média Twitch, Save Us Planet, ni de son directeur et journaliste. C'est vers les internautes, diffuseurs et receleurs que la demande doit se tourner, voire vers ces filles et petites filles, puisque ce sont elles aussi qui emportent leur aïeul de 86 ans dans une course médiatique et juridique qu'il n'a manifestement pas choisie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs les assesseurs, c'est aujourd'hui au nom de droits parmi les plus fondamentaux de notre République que je vous propose de faire vivre pleinement la justice et de libérer ainsi M. Descajou de l'attaque infondée dont il fait l'objet de la part de M. Fraser. En vertu de grandes valeurs républicaines, la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit à l'information du public, ne nous laissons pas berner, ne laissons pas le sens du vent ou les qualités anatomiques d'un anonyme ébranler des droits fondamentaux de notre société. Nous avons aujourd'hui, ensemble, l'occasion de porter haut et fort ces droits vitaux pour notre équilibre démocratique. Vive la liberté de la presse, vive le droit à l'information du public. Je vous remercie. Souhaitez-vous réagir? On demande. Non? Très bien. Merci. Place au sujet DL2. L'affaire ici prend place dans un lieu qui nous est cher, une bibliothèque universitaire. En effet, Marie et Antoine, deux inséparables amis âgés de 21 ans, issus de la même promotion de L2,
avaient l'habitude de réviser ensemble. Ce soir du 17 décembre, tout se passait pour le mieux. Antoine et Marie se taquinaient, interrompaient leur révision avec des tables amicales et des chatouilles, comme à leur habitude. Cependant, ce soir, quelque chose est différent. Le comportement d'Antoine devient de plus en plus intime et Marie commence à ressentir une certaine gêne. Puis, alors qu'il se trouvait dans une pièce sombre et poussiéreuse, Antoine se met à se rapprocher de Marie et de manière intrusive et menaçante. Marie est clairement mal à l'aise, mais cela n'empêche pas à Antoine de lui attraper le bras, de lui caresser la cuisse et... puis rien. Le corps d'Antoine, à son grand désarroi, lui fait défaut. L'arme du crime est enrainée. Impossible pour lui de l'utiliser. Il est pris de panique à son tour et tente désespérément d'attraper une pilule bleue afin de pallier à cette impuissance. Marie, de son côté, profite de cette occasion pour se libérer de l'emprise d'Antoine et s'enfuit à travers les allées sombres de la bibliothèque. Le lendemain matin, encore secouée par l'effroyable incident, Marie trouvera le courage de tout dévoiler à sa meilleure amie, qui l'incite immédiatement à se rendre à la gendarmerie. Moins de 24 heures après le dépôt de plainte, Antoine est appréhendé par les forces de l'ordre. L'enquête commence. Pour traiter de cette affaire sordide, nous aurons d'un côté Michel Kerfanteau, qui assurera l'accusation. Bien, monsieur le procureur, vous avez 2 minutes pour présenter vos réquisitions. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les assesseurs, mesdames, messieurs, j'ai longuement préparé un grand réquisitoire rempli des faits juridiques. Mais je ne l'utiliserai pas. Ne me voyez pas aujourd'hui comme un procureur aveuglé par la justice, mais voyez-moi comme un homme en quête de vérité. Et la vérité dans cette affaire qui nous réunit aujourd'hui, la voici. En cette journée du 17 décembre 2023, à 18h, 2 amis se réunissent à la bibliothèque universitaire avant leurs examens, côte à côte, dans une pièce éloignée. L'accusé, pris par ses sentiments, tenta de gagner des centimètres dans leur relation. Senti inspiré par le droit administratif, celui-ci s'est dit posséder les prérogatives de puissance publique et pouvait forcer sa victime à avoir une relation sexuelle. C'est ainsi qu'il se rapprochera d'elle, qu'il la serra par le bras, qu'il la poussa contre cette bibliothèque, posa sa main sur sa cuisse et la remonta lentement. Mais une chose manquait à l'appel. Son soldat n'était pas au garde-à-vous. Ce dernier se jeta alors sur le Viagra qu'il avait préalablement emmené avec lui, et par un instant d'inattention de sa part, la victime s'échappa. Il cria, il la poursuiva, mais ne la rattrapa pas. Elle porta plainte le lendemain. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est aggraver le malheur du monde. Je ferai donc mon Camus devant vous, et je vais réellement nommer ce qu'il s'est passé. Une tentative de viol. Voilà la vérité. Le viol est un mal qui se nourrit à la racine de notre société, qui ronge la terre et vient pourrir nos fleurs. La victime était une tulipe. Une tulipe qui ne fleurira plus. Une tulipe à laquelle on a tenté d'arracher les pétales. Une femme que l'on a tenté de violer. Le viol est une infraction définie alors à l'article 222-23 du Code pénal. C'est un acte de pénétration sexuelle commis par l'exercice de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La tentative, quant à elle, est définie à l'article 121-5 du Code pénal. C'est une exécution partielle de l'infraction suspendue pour des circonstances extérieures à la volonté de l'auteur. Et en l'espèce, le dossier révèle bien que l'accusé a usé de sa force pour entraver sa victime. Il l'a après tout saisi brusquement par le bras. Il l'a plaqué contre cette bibliothèque. Ses gestes, cette force, ce maintien qu'il a exercé sur elle. Voilà la violence qu'elle a subie. Une violence ayant pour but de commencer un acte de pénétration. Et si ces gestes ne sont alors pas assez évocateurs à votre goût, veuillez goûter au Viagra que celui-ci a apporté avec lui. Le Viagra qu'il voulait ingérer. Et vous verrez que les effets recherchés par ce médicament ne sont pas de guérir de la toux ou de lutter contre la mauvaise haleine, mais bel et bien pour avoir une érection. Ainsi,
aux yeux de la chambre criminelle de la Cour de cassation et son arrêt à la Cour du 25 octobre de 1962, ces gestes ont pour conséquence directe et immédiate le commencement d'exécution d'un viol. Et l'avocat de la défense vous dira sûrement que ces deux protagonistes s'étaient déjà côtoyés auparavant, que leur accord pour rêver dans cette salle laissait à croire que la victime serait d'accord pour coucher. Mais si vous croyez cela, où allons-nous? Un simple baiser suffira à exprimer un oui, je le veux, fais-moi l'amour, tourne-moi les pages. Il se gagea. Mais ici, ce n'était pas le cas. Parce que oui, le non était présent. Parce que oui, le non s'exprime autrement que par la parole. Parce que oui, le non s'exprime aussi par le comportement. La victime, elle était raide. Elle était paralysée. Par la peur. Un individu normalement constitué se serait au moins arrêté un instant pour vérifier le consentement de sa partenaire. Mais non. Le consentement, lui, l'accusé, il n'en avait que faire. Seul son propre plaisir lui importait. C'est à cause de son manque de vigueur qu'il a dû s'arrêter un instant, mais c'est grâce à son manque de vigueur qu'elle a pu en échapper. L'absence de désistement volontaire est donc indéniable. Il ne voulait pas s'arrêter. Il voulait continuer. C'est pour cela qu'il a crié sa haine quand elle s'est évadée. Alors heureusement que sa canne n'était pas raide, sinon son plan aurait marché. Une tentative de viol, la voilà, la vérité. Gardez donc cette scène en tête, digne du tableau de l'artiste italien Titien, illustrant le viol de Lucrèce par Tarquin. Et mesdames et messieurs, ne doutez pas de cette illustration. L'avocat de la défense dépeindra sûrement un dessin dans lequel c'est l'accusé qui est victime. Il s'amusera à retourner du tableau que je vous ai décrit, à retourner vos têtes pour mieux les enfler dans le sable. Pour vous aider dans votre combat moral, je citerai Olivier Leroux, président de l'Assise, qui vous apprend que le doute est une souffrance que vous infligez à vous-même. Messieurs, dames, je vous dis, ne doutez pas, ne souffrez pas. L'avocat de la défense vous chantera peut-être parole, 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 mais ici les paroles sont liées par les faits. Elles sont prouvées par les gens qui ont été témoins, les gens qui ont vu, les gens qui ont entendu. Là voilà la vérité. Et vous savez, l'accusé aurait pu faire autrement. Il aurait pu inviter sa dulcinée au bar, lui offrir des fleurs, l'inviter au cinéma à voir un film en allemand durant des heures. Il aurait peut-être fauté, il aurait peut-être sauté, mais il serait retombé sur ses pattes. S'il lui avait parlé, s'il lui avait communiqué ses sentiments, peut-être, alors peut-être. La clé, mesdames et messieurs, c'est de parler. Mais non. L'accusé, lui, a cherché la voie de la facilité. Il avait le choix et il a choisi. C'est un homme dangereux. Certains diront, l'homme est un loup pour l'homme, mais moi je rejoindrais plutôt Jean Boutillier, lorsqu'il compare le violeur au Moyen-Âge à un rat. Rat si comme déforcer les femmes. Tenter de violer, messieurs, dames, c'est violer. Et ce conformément à l'article 121-4 du Code pénal. Et si vous ne reconnaissez pas ce qui s'est passé, vous niez la souffrance des victimes. Ne tombez pas dans le piège de l'avocat de la défense quand il clamera peut-être « Oh, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un jeune garçon qui était aveuglé par l'amour ». Parce que non, ce n'est pas l'amour qui l'a rendu aveugle. Non. Il a simplement laissé sa bestialité s'exprimer. Il a traqué sa proie et n'a pas pu pointer son arc pour que sa flèche touche sa cible. C'est un chasseur. Un chasseur ne sachant pas chasser sans chahuter sa victime. Sans tuer l'amour. Parce que oui, mesdames et messieurs, par cet acte, l'amour est mort. Mesdames et messieurs, je vous le demande, n'avez-vous jamais aimé? N'avez-vous jamais eu vos pensées dédiées à cette personne au point même d'en rêver? Je vous en prie, fermez les yeux. Vous, monsieur, vous, madame, vous qui m'écoutez, fermez les yeux un instant et imaginez la personne que vous aimez. Dansez avec vous au rythme des battements de votre cœur, vous endormir à ses côtés. Sentir ses mains caressant votre dos, vos cheveux, votre peau. Rêvez de vos lèvres, goûtant les siennes. Son corps sur le four, d'une forme épiquante. Bravo!
Peut-être qu'avec ces quelques mots, à l'instant, vous avez ressenti de l'amour. Mais l'accusé, par l'acte qu'il a réalisé, a privé d'amour la victime. Cette dernière, quand elle a fermé les yeux, elle n'a pas rêvé d'amour. Non. Elle a cauchemardé de peur. Son amour est mort. Mesdames et messieurs, j'accuse alors cet individu de tentative de viol et requiert alors contre l'accusé 15 ans de réclusion criminelle, un suivi socio-juridique à la sortie et une injonction d'interdiction de s'approcher des bibliothèques universitaires. Je terminerai sur ces quelques mots que certains ici connaissent beaucoup trop désormais. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer, c'est monter si haut. Mais violer, c'est creuser une tombe, c'est y enfouir l'amour de sa victime, c'est faire exploser son cœur à la bombe, c'est lui ôter tout ce qu'elle avait de plus intime. Ce réquisitoire est donc un hommage aussi à cet amour perdu, à cet amour que l'on ne reverra plus. Au sujet de L3, ce soir les candidates de L3 s'appuieront sur le sujet des philosophies suivantes. Faut-il donner le prix du succès? Pour tenter de répondre à cette interrogation, Emma Cléron soutiendra la thèse affirmative, tandis que Manon Lepius soutiendra quant à elle la thèse négative. Je vous invite désormais à entrer. Le défenseur de la thèse affirmative à 10 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers publics, je vais ce soir commencer mon discours par la fin. Pas la fin du discours, ni la fin de l'année, ou la fin du concours, mais la fin de la vie. Oui, nous sommes tous conscients que nous ne ferons plus partie de ce monde un jour. Cette vérité, si dérangeante et dure à entendre, est pourtant la fin inéluctable qui nous attend. Mais alors, que faire? Comment agir? Comment se comporter face à ce constat inexorable, inévitable? Cher auditoire, vous avez devant vous deux possibilités. Écoutez ces fables que l'on vous conte et vous raconte sans finalement que ça vous corresponde. Mais écoutez-moi encore une fois, car je vais vous apprendre qu'il faut s'écouter soi. Alors, si tu t'écoutais toi, penses-tu qu'il faut payer le prix du succès? Et d'abord, qu'est-ce que le succès? Communément, le succès est un heureux résultat, caractère favorable de ce qui arrive, conséquence admirative. Le succès, c'est la victoire, la réussite, l'exploit, la joie, le bonheur, et pour certains, la fortune. Oui, pour certains, avoir du succès, c'est être connu et riche, être une superstar et aimer le caviar. Mais faut-il restreindre le succès à cette situation? Assurément que non. Par exemple, pour vous, Monsieur le Président, l'un de vos succès serait peut-être que la justice soit rendue équitablement. Pour toi, Lou, l'une de tes victoires serait de gagner l'un de ces concours d'éloquence, toujours avec la même élégance. Pour vous, Madame le Doyen, l'un de vos accomplissements serait peut-être de voir le bonheur dans les yeux de chacun de vos étudiants. Mais pour d'autres, le succès, c'est remporter cette plaidoirie, c'est se construire une famille, c'est aller au bout de ce marathon, réussir ses macarons, en suivant ou non les lois Macron. En somme, vous l'aurez compris, cher public, le succès est propre à chacun, avec un parfum de grandeur, une odeur de simplicité. Mais aussi et surtout, les succès sont devant chacun de nous, et quelle que soit leur portée, il nous appartient d'aller les chercher. La notion qui pose alors plus de discussion est celle de payer. Payer le prix du succès sous-entend que la réussite a un coût, que cette valeur nécessite un paiement pour y accéder. Mais que faut-il entendre par ce terme « payer » ? Faut-il acheter, régler, débourser des chèques au lieu de les encaisser ? Peut-être. Mais le succès est-il réservé qu'à ceux qui le payent ? Oui, mais il faut voir le paiement de l'ordre métaphorique et le comprendre aussi en termes de sacrifice. Que seriez-vous prêt à abandonner pour voir tous vos rêves se réaliser ? Car oui, la question qui fâche est ici. Faut-il se battre ou se résigner ? C'est à vous de décider. Et pour vous prouver que votre choix doit être celui du combat,
du oui, la réussite a un prix qu'il faut payer, arpentons ensemble ce chemin vers le succès. Toute route débute par un point de départ. Pour certains, cela démarre rapidement, pour d'autres, le début est un peu plus angoissant. Mais finalement, tout ça est peu important. Car ce qui compte, c'est le courage que l'on a eu d'oser alors que l'on n'était encore qu'un débutant. Alors voilà, n'hésitez plus, osez rêver grand car c'est bien plus vibrant. Personne n'a jamais dit « je voudrais être un avocat normal, des plus banals, non, je préfère juste avoir 2-3 clients, c'est bien plus marrant ». Alors voilà, si tu décides de suivre la route du succès, fixe-toi un objectif qui te rend fier. Mais si certains ne sont pas prêts à mettre le prix, c'est bien parce que la peur est monnaie courante. Mais si tu sais à l'avance qu'il n'y a aucun risque en jeu, quel est l'intérêt de participer ? Participer à cette quête sans dépenser une seule miette, sans se mettre aucune pression, ni faire aucune concession, est bien trop facile. Je crois surtout que l'on ressent aucune fierté lorsque nous avons tout déjà à nos pieds. Et à vaincre sans péril, en triomphe, sans gloire. Alors, en continuant d'arpenter ce parcours vers la réussite, l'on comprend que le faut-il payer le prix du succès serait à remplacer par « es-tu prêt ?» à le faire. Car oui, cette route vers la réussite de soi sera semée d'embûches, quelquefois. Et comme dirait Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ainsi, partisans du non, il ne faut pas payer le prix. Voyez l'échec non pas comme un obstacle, mais comme un cadeau. Car oui, derrière chaque échec se cache toujours quelque chose de beau. Et si nous devons échouer, n'oublions pas que les fleurs doivent d'abord commencer par se planter. Alors, si les défaites font donc partie de cette route vers l'épanouissement, il y aura aussi d'autres ralentissements. Car oui, tout succès implique des sacrifices. Se consacrer à son métier, c'est délaisser des amitiés, mais se dédier à sa famille, c'est aussi renoncer à cette profession qui te fait tant rêver. Et oui, il va falloir travailler d'arrache-pied si tu comptes gagner. Surtout pendant ces études de droit, s'il faut prendre du temps pour soi, il faut surtout travailler, car c'est ça, la clé. Et s'il faut payer le prix du succès, il faut surtout miser sur le courage. D'ailleurs, dans tous les domaines, des personnes ont brillé par leur audace. Elles ont parfois choqué par leur rupture avec les usages et scandalisé les plus sages. Pensez-vous que Nelson Mandela a un jour eu peur d'être enfermé? Oui, sans doute. Mais est-ce pour autant qu'il a décidé de s'arrêter? S'est-il dit non, je veux tout arrêter, car j'ai peur d'être enfermé? La réponse est non. Non, car oui, il faut payer le prix. Après 27 années passées en prison, Mandela a réussi car il a payé ce prix. Et paradoxalement, son emprisonnement ouvrit les portes vers la liberté du peuple sud-africain. Et c'est pareil pour notre chère Simone Veil. Seule contre tous devant cette assemblée, presque exclusivement composée d'hommes, elle a pourtant clamé et légalisé le droit à l'IVG. Alors oui, la solitude est effrayante, elle nous fait peur, mais sachez que c'est elle qui fait de l'ombre à notre grandeur. Je vous avoue m'être déjà retrouvée seule. Seule avec toutes ces pensées qui me disaient de tout abandonner. Et si je parlais à l'ancien moi, je dirais à cette petite Emma, un conseil, ne t'arrête pas. Ainsi, j'ai fait le bon choix car il m'a menée ici devant vous, et ça c'est pour moi un grand exploit. Alors ose de temps en temps porter ce vêtement coloré que tu aimes tant, plutôt que de te cacher dans ce costume en noir et blanc. Car finalement, on ne réussit pas à rêvasser. Sans connaître ni la peur, ni le doute, sans faire la moindre erreur, sans devoir affronter la critique et le regard de ceux qui te critiquent. Et si tu perds des amis en chemin, sache qu'au final, c'est qu'ils ne devaient pas faire partie des tiens. Gardez ceux qui vous comprennent et non pas ceux qui vous freinent. Car oui, je les ai entendus, ces chuchotements. Emma, tu n'y arriveras pas. Emma, ça va te prendre trop de temps. Alors oui,
Il sera bon parfois de payer ce prix, car cela te montrera qui sont tes vrais amis. Alors voilà, il est certain que ce parcours vers le succès ne sera pas gratuit. Mais s'il faut payer ce prix, c'est qu'il en vaut la peine. Car oui, finalement, prendre ce chemin, c'est se découvrir soi, c'est croire en soi, pour à la fin être fier de soi. Et tout ça, c'est bénéfique, car sans s'aimer soi, on ne peut pas aimer l'autre. Finalement, ceux qui pensent qu'il ne faut pas payer le prix, c'est qu'ils n'osent pas tenter, par peur de souffrir. Mais je crois que c'est comme se priver de vivre, par peur de mourir. Alors, je préfère réussir, aimer, construire, être amoureuse de la vie, prendre des risques, oser, quitte à me tromper, apprendre et me relever. Plutôt que de me réveiller chaque matin avec l'idée que je n'ai même pas osé essayer. Alors, en cette fin d'itinéraire vers le succès, comprenez bien que la vie c'est ça. C'est un chemin rempli d'adrénaline, car sans cette vitamine, c'est l'ennui qui domine. Ainsi, cher auditoire, si j'ai commencé mon discours par la fin, ce n'est pas anodin. Oui, je veux vous faire prendre conscience que votre dernier jour viendra, là où l'on se remémorera tous nos exploits. Si vous avez passé toutes ces années à ne rien payer, ni tenter, soyez persuadés que vous le regretterez. En revanche, si vous avez fait le choix d'oser ce prix parfois élevé, c'est un dernier soupir comblé et rempli de fierté que vous laisserez. Je vous remercie. J'aimerais tellement lui ressembler. Ça, c'est la phrase que je disais à ma mère chaque fois que Rihanna passait à la télé. Ne dis pas ça, ma chérie, tu es encore plus belle. Et ça, c'est la phrase que répètent toutes les mères. Quand je pense au succès, je rêvais de devenir célèbre, d'être riche. C'était ça, pour moi, le succès. Être comme Rihanna, le Shine Brown, la Diamond. Oui, c'était briller, être reconnu. Alors soit, sur la définition du succès, je me suis trompée, soit je suis raté. Le succès, c'est un nouveau résultat, mais est-ce qu'il faut en payer le prix? Le prix peut s'assimiler aux accomplissements faits pour connaître la réussite, mais également aux sacrifices et aux conséquences de ces dernières. Alors, n'ayant fait aucun sacrifice, je pensais être passé à côté et ne jamais l'avoir connu. Mais est-ce qu'il faut vraiment payer le prix? Cher jury, cher public, je vais vous démontrer que non, il ne faut pas payer le prix du succès. Certains pensent atteindre le succès en payant le prix, que des sacrifices sont nécessaires, que sans artifice on ne peut rien faire. Ils sont prêts à tout pour réussir, quitte à s'affranchir de leur morale pour briller, sans se soucier des efforts à fournir et des valeurs à oublier. Ils sont prêts à tout pour réussir, quitte à trahir leurs proches. Ce sont des égoïstes sans frein à qui on peut faire des reproches en vain. Ils sont prêts à sacrifier les intérêts des autres pour briller de façon abusive, préférant une victoire individuelle quitte à entraîner le défi collectif. Mais tous ces gens qui pensent exceller et qui m'excellent, qui mettent leur personnalité de côté pour qu'au succès ils y accèdent, n'ont rien compris. Oui, le succès c'est un heureux résultat, mais il faut considérer le chemin parcouru pour y arriver. Alors, aller à l'encontre de qui nous sommes, on ne voit pas. Il faut aller à la rencontre de soi-même pour triompher. Oui, on doit réussir pour nous, mais aussi avec nous. Alors, faire des sacrifices amène à un accomplissement, mais pas à un succès. Car le succès, il ne faut pas en payer le prix. Sinon, ce n'est pas un succès, mais un excès. Alors, il faut agir dans le respect de soi-même et de son entourage pour ne pas payer le prix du succès et en récupérer que ses avantages. En plus, parfois, même en faisant tous les sacrifices du monde, leurs espoirs s'effondrent. Ils n'atteignent pas leurs objectifs, alors ils perdent confiance en eux en se mettant la pression et finissent en dépression. À présent, abordons la célébrité. On pense souvent que la célébrité est un succès, mais lorsque sous les critiques il faut s'arrêter, que les polémiques commencent à s'ébruiter, alors
alors elle fait moins rêver, là, c'est dégoûté. Ce n'est pas un succès, mais un mode de vie. D'ailleurs, pour les prochaines fois, s'il vous plaît, coupez les caméras, je ne suis pas prête à en payer le prix. Être célèbre, c'est devoir rendre des comptes à un public qu'on ne calcule plus. C'est ne plus savoir sur qui compter, car dans l'équation ne reste que des inconnus. C'est vecteur d'anxiété, car beaucoup sont surveillés à leur insu. Finalement, ce n'est pas le prix du succès qu'ils vont devoir payer, mais c'est le prix de la vie, car ils ne peuvent plus la mener comme ils en ont envie. Alors, si certains s'efforcent de survivre, d'autres décideront de partir. Ensuite, il faut comprendre que parfois, payer le prix du succès est interdit. Concernant le succès politique, payer pour être élu n'est pas permis. Alors, il faut respecter les règles pour ne pas être accusé de corruption. C'est vrai après tout, à quoi bon payer le prix pour finir en prison? Puis, si vous pensez acheter votre succès en finançant votre campagne, demandez à Madame Pécresse ce qui lui reste sur son compte épargne. Et vous comprendrez que non seulement on ne paie pas le prix du succès, mais que surtout, on paie le prix de l'échec. Et ce, peu importe notre place sur l'échec. Parfois, il est important de voir que payer le prix du succès est impossible. Lorsqu'il découle d'un talent, c'est quelque chose d'inaccessible. On peut à la limite s'en vanter, mais on ne peut pas l'inventer. C'est inévitable et inestimable. Malgré les efforts, le succès reste inatteignable. Alors, si pour vous le succès, c'est de devenir joueur de football professionnel, sachez que ce n'est pas en posant un billet sur la table que vous deviendrez comme Lionel. Mais si, par chance, on vous recrute dans une équipe, ne soyez pas trop confiants, car vous pourrez à la limite être ramasseur de balles à la mi-temps, mais jamais joueur à 20 ans, car le succès ne s'achète pas. Pour un athlète, c'est similaire. Il peut recevoir des prix, des médailles, sans jamais les payer. Simplement pour saluer sa performance médiatique. Cette récompense, il ne la paye pas. La médaille n'est pas onéreuse, mais onirique. Elle est un rêve auquel on ne peut pas accéder juste parce qu'on est riche. Ensuite, abordons le succès amoureux. En amour, certains ont plus de succès que d'autres. Mais ce succès est gratuit, on ne le paye pas. Sinon, c'est une infraction pénale. L'argent ne permet pas d'acheter l'amour, même si certes, il donne de meilleures conditions sur le marché. L'amour est un sentiment gratuit et précieux. Alors, si pour certains, l'argent c'est le bonheur, pour moi c'est l'amour qui est dangereux. Mais, quand vient la fin de votre idylle, ce n'est pas le prix du succès qu'il faut payer, mais c'est le prix de l'échec de votre amour qui se défile. Le divorce est un échec qui coûte cher, mais malgré l'échec à dépenser, gardons le cœur léger, car le véritable amour est à jamais préservé. Donc finalement, lorsqu'on paye un prix, c'est le prix de notre vie, le prix de l'échec, le prix d'un accomplissement, le prix de l'excès, mais jamais le prix du succès. Car le succès c'est bien, mais payer son prix n'est peut-être pas la meilleure idée. Alors Emma, il n'y a pas besoin de travailler d'arrache-pied pour atteindre le succès, mais simplement profiter des choses, en toute simplicité. Il est possible de réussir sans avoir à faire de compromis sur qui nous sommes. Chacun a sa définition du succès, mais il est triste de penser que le succès, c'est le succès matériel, la célébrité. Non, le succès c'est bien plus que ça. C'est l'épanouissement, le bien-être, le sentiment de bonheur et de paix intérieure. Et justement, pour l'obtenir, il ne faut pas sacrifier ses intérêts et sa personnalité. Il faut rester fidèle à soi-même pour ne pas s'oublier. Donc, il ne faut pas payer le prix du succès, mais le recevoir. Tirer des bénéfices de ce succès et ne pas faire de sacrifice. C'est le bonheur qui amène au succès, et pas le succès qui amène au bonheur. Donc, pour en ressentir un cœur, il vous faut écouter votre cœur. Il n'y a pas de prix à payer, car la valeur est inestimable. Atteindre ses objectifs sans compromettre ses valeurs, c'est ça, la réussite véritable. Donc certes, le succès est subjectif, mais en vérité c'est un leurre, car le véritable succès, c'est le bonheur.
Je vous assure qu'il est dès lors dans votre vie, car chaque réussite du quotidien est un succès. Donc revenons-en à la question que je me posais. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de payer le prix du succès? La réponse est non. Je pensais n'avoir jamais connu le succès car je n'ai pas fait de sacrifice. Je croyais que la réussite, c'était être célèbre comme une chanteuse ou une actrice. Je me suis trompée. En voyant le succès comme une chose irréelle. Mon succès n'est peut-être pas commercial comme Rihanna, mais il est personnel. Mon succès, c'est de ne pas avoir renié la personne que j'étais. Et pour ça, il n'y a pas de prix à payer. Réussir, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Ce n'est pas devenir célèbre, ni riche ou encore puissant. Réussir, c'est être heureux, être en contact avec les gens qu'on aime passionnément. Réussir, c'est être épanoui. C'est comme je le fais ce soir, partager sa passion avec autrui. Le succès, c'est connaître le bonheur, la liberté, l'amitié et l'amour. Réussir, c'est aimer. Et l'amour ne s'achète pas. Je vous remercie. Vous êtes pas bien consigné. Chère contradictrice, je regrette que le succès ait été pris dans un terme assez restrictif. Vous avez beaucoup parlé du succès comme être une personne connue, être une célébrité, mais je crois que justement, le succès n'est rien de tout ça. Le succès, c'est, comme je l'ai dit dans mon introduction, il est propre à chacun. On peut prendre des simples succès. Et il est là l'enjeu de la question. C'est que finalement, ce succès, c'est quelque chose qui est commun, qui est accessible à tout le monde et on peut y arriver seulement si on s'en donne les moyens. Et donc, s'il ne faut pas payer ce prix du succès, j'ai une question pour vous qui serait, est-ce qu'avez-vous un exemple de réussite où le chemin vers le succès n'a pas impliqué de sacrifice, s'il ne faut pas payer ce prix? Alors je vais vous répondre, chère contradictrice. Pour l'exemple que vous me demandez, si pour vous, être avec votre famille, vos amis, vous demande des sacrifices, alors pardonnez-moi, mais pour moi, ça ne me donne que des bénéfices. Je ne vois pas en quoi être avec ma famille, mes amis, au quotidien, me demande des sacrifices. Au contraire, c'est ça qui me rend heureuse. Et le succès, c'est le bonheur, on n'est pas prix à payer. Concernant les différents types de succès que j'ai pu énumérer, oui, comme vous l'avez dit, le succès est propre à chacun. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permise de les lister. Mais à chaque fois, on en revient au même point. Le prix n'est jamais celui du succès. Le prix, c'est celui de l'échec, le prix d'un accomplissement, le prix de votre vie n'est jamais le prix du succès. Alors, non. J'ai une question pour vous également, même si je ne pourrais pas y répondre, c'est une question rhétorique. Alors, vous me dites que le succès, ça peut s'apparenter à la célébrité, ça peut s'apparenter à la richesse. Mais permettez-moi de rappeler à l'ensemble de l'audience que Madame Emma Clairaut a défendu lors de la première phase du concours d'éloquence sur la thèse « En faut-il peu pour être heureux ?» Alors, ça va vous surprendre si je vous dis que la thèse qu'elle a défendue, c'est oui, il en faut peu pour être heureux. Alors pourquoi, lorsque vous me parlez de succès, vous me parlez de célébrité, de richesse? Le succès, c'est le bonheur, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de simple. Et la réponse est simple. La séance est suspendue, le jury se retire pour délibérer.
séance est reprise. Je vous assure, merci. Bien, après en avoir délibéré, nous avons trouvé que l'ensemble des prestations étaient de qualité et que l'ensemble des candidats avaient fait preuve d'un engagement important, alors que nous savons tous combien il est difficile de prendre la parole en public, de s'exprimer simplement, et y compris de construire un sujet, de l'exprimer dans un temps limité, de présenter à la fois des arguments de fond et à la fois d'essayer de convaincre. Donc, je vais d'abord demander à Mme Duhaut-Ferré et M. Ludo de s'approcher. Donc cela a été compliqué, mais le jury nous considère que le vainqueur de cette joute oratoire est M. Pierre-Léon Luneau. J'ai le vase, il y a les fleurs. Merci. Passons maintenant, M. Michel Carpenteux. Entre Emma Cléro, que j'appelle à la barre, et Manon Leclerc. Donc je ne sais pas laquelle va devoir ce soir payer ou non le prix du succès. La question c'est est-ce que le succès a un prix ou est-ce qu'il n'en a pas? Et le jury a donc considéré que le succès en avait un. Donc, Emma Cléro. Je remercie tout le monde d'avoir été présent dans cette salle aujourd'hui, dans ce tribunal, et je crois que l'association Trafic au droit vous invite à un buffet. Est-ce que je peux dire quelques mots? Mais allez-y, Madame la Présidente. Alors, mesdames et messieurs, chers membres du jury, merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous de nous d'avoir répondu présent, de nous avoir soutenus. Merci M. Danino pour nous avoir ouvert les portes du tribunal. Merci Charlotte pour ton soutien tout au long des dernières semaines. Sans toi, je pense que aujourd'hui, ça aurait été plus compliqué. Et je vais aussi remercier chacun des membres de l'association, et Ludwig qui n'est pas là. Et cette année, elle aurait été difficile entre les cours, les masters, l'association. Mais je pense qu'on a réussi à relever le défi. Et moi, je suis fière du parcours qu'on a accompli. Et je suis fière de chacun d'entre vous. Donc, merci d'avoir répondu présent à ma proposition et de m'avoir soutenu chaque jour. Et je remercie nos partenaires sans qui tout ça n'aurait pas vu le jour, donc la CVEC, la boutique Civil London, Pizza Ruiz et la fondation UBS. Et je pense que pour clôturer la 10e édition du concours, on peut peut-être trinquer un verre à la sortie du tribunal. Voilà.